Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans le 10e épisode consacré au podcast comme outil de communication pour un cabinet d'expertise comptable. Et qui de mieux pour m'accompagner sur cette thématique, 2 invités de marque qui nous viennent directement des Sables d'Olonne, à savoir Olivier Den, expert comptable, et Émilie Robin, expert comptable mémorialiste au sein du cabinet d'Olivier. Bonjour. Salut Florian. Bonjour Florian. Comment allez-vous ? Bah écoute, super, il fait beau en plus au sable. Tout va bien, mais un petit vent de nord quand même si on a le soleil, il fait frisquer. En tout cas, je vous remercie parce qu'on fait cet enregistrement en pleine période fiscale, mais ça montre au moins qu'on a le temps de faire des podcasts en période fiscale. Donc moi, ça j'adore. Donc avant qu'on se lance, est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, vous présenter un petit peu en disant « Je suis expert comptable, on se situe » et en apprendre un petit peu plus sur vous. Ouais, pas de problème. Olivier Den, donc expert comptable depuis maintenant quelques années. J'ai lancé mon cabinet après avoir eu une expérience dans un petit cabinet de province où j'ai beaucoup appris. Mais entrepreneur dans l'âme, j'ai voulu lancer mon propre cabinet. Et puis les années aidant et le rapprochement avec un autre expert comptable aidant également, on est maintenant une équipe d'une grosse vingtaine de personnes. Et on s'occupe au quotidien, comme beaucoup d'autres experts, de TPE, PME. Très varié, voilà. Bah, c'est un beau programme. Je crois aussi maintenant que tu as pris des fonctions au conseil régional, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait maintenant 2 ans passés que je suis élu au sein du conseil régional Pays de la Loire. Bon, ça a toujours été quelque chose qui m'a trotté dans la tête. J'ai toujours été proche, notamment grâce à mon ancien patron de l'institution, l'Ordre des experts comptables, parce que ça reste une grande famille et j'avais à cœur en fait de libérer un petit peu de temps pour aider les confrères et puis apporter à la profession les quelques compétences que je pouvais avoir dans un ou 2 domaines, voilà. Bah, c'est très gentil de proposer ta bienveillance et de partager tout ça. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Exactement. Bon, si tu veux bien, maintenant, on va passer au tour d'Émilie pour qu'on explique pourquoi elle est là, elle aussi. Alors mon petit parcours, ça fait 5 ans que je travaille justement au cabinet BLDN, où Olivier du coup est mon patron et également tuteur de stage. Je viens de finir mon stage d'expertise comptable en décembre. Donc là, c'est la pleine période de préparation des examens du TEC. Et justement, je fais également partie de l'aventure podcast. Si je me rappelle bien, tu écris un mémoire. Tu peux nous rappeler un petit peu le nom de ce dernier ? Oui, alors justement, j'ai écrit un mémoire sur le thème du podcast dans les cabinets d'expertise comptable. Comment en gros développer la notoriété des cabinets grâce à cet outil de communication. Donc, il a été envoyé la semaine dernière. Maintenant, on croise les doigts. Eh ben, on souhaite tout ce qu'il faut. Mais déjà, si on rappelle, pour faire un mémoire d'expertise comptable, il faut convaincre le patron. Et moi, ce que je voudrais demander, c'est que, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes lancé dans cette aventure folle du podcasting ? Comment tu as su convaincre Olivier de se dire, allez, on fait ça, parce que c'est quand même un peu novateur dans la profession. Dites-nous tout. Je pense qu'on n'a pas eu besoin de se convaincre en soi. C'est plutôt bien tombé. Pour le coup, Olivier voulait faire ce projet au sein du cabinet, voulait monter un podcast. Et ça s'est trouvé que c'était en pleine période où moi, je réfléchissais à mon thème de mémoire. J'ai toujours eu un peu une appétence pour tout ce qui est communication, marketing, etc. Donc, je savais que je voulais me diriger vers ce sujet. Et pour le coup, ça se fait plutôt naturellement. Oui, exactement. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, c'est quelque chose que j'avais dans les tuyaux du cabinet depuis longtemps. Et puis, Émilie cherchant son sujet de mémoire. Comme tu l'as dit à très juste titre avant, un sujet de mémoire, il faut être convaincu de l'opportunité de son sujet et de l'intérêt de son sujet. Là, on était tous les deux convaincus de l'opportunité du podcast au sein du cabinet. Donc, on a naturellement fait notre sujet de mémoire. Je dis bien notre sujet, tu vois, parce que c'est pas mon sujet de mémoire, mais ça aurait potentiellement pu l'être également. C'est le sujet du cabinet. C'est important chez vous maintenant. Oui, il y a du monde qui participe à cette aventure. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le nom de votre podcast, combien vous avez fait d'épisodes, un petit peu la typologie ? Alors, il s'appelle « T'as vu avec ton comptable ». Enfin, il a ce nom parce que quand on cherchait le titre du podcast, on s'est dit il faut quelque chose d'assez accrocheur, mais plutôt en étant familial, etc. Et on voulait mettre en avant en fait la proximité de l'expert avec son client.
Et on s'est dit, oui, ça arrive souvent que les clients nous appellent et nous disent, ce week-end, j'ai parlé avec mon beau-frère de telle optimisation et il m'a dit, est-ce que tu en as parlé à ton comptable? Et en fait, c'est parti de là. Et du coup, on s'est dit, on va faire des épisodes en fait qui mettent en avant la relation de proximité expert-comptable client. Et ça a été le début de l'aventure. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est vrai qu'on a un peu épilogué quelques temps sur le nom, à savoir t'as vu avec ton expert comptable, t'as vu avec ton comptable, t'as vu avec ton expert, on sait pas trop. Mais on voulait vraiment absolument conserver ce lien de proximité et l'illustrer comme on l'a au quotidien avec nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette punchline un peu familière mais sympa de t'as vu avec ton comptable. Vous êtes à peu près à la 2e saison, si je me rappelle bien. Ça fait combien d'épisodes au total? Ça fait maintenant, alors je sais même plus. Quoi, peut-être 25 et encore quelques-uns dans les tuyaux. Je crois qu'on doit être par là. On a essayé en fait comme beaucoup de publications de ce type, il faut s'astreindre à une fréquence régulière. Au début, on était sur un épisode tous les mois ou 2 semaines et en fait, j'ai souhaité avec Émilie accélérer un petit peu le rythme au début parce que comme on dit à chaque fois, pour soutenir son mémoire, il faut avoir de la matière. Et je me disais que avec 12 épisodes, si on en avait fait un par mois par exemple, ça aurait été un peu restreint, un peu limité, et donc on n'a eu aucune difficulté à en produire davantage. On s'est organisé, et là c'est vrai qu'on se retrouve t'auras bientôt pour la soutenance certainement plus de 30 épisodes fournis, donc c'est... Ouais, c'est ça, et puis même au niveau des auditeurs, hein, le temps de les fidéliser, le temps qu'ils adhèrent au projet, etc., il faut quand même un minimum d'épisodes. C'est un travail de long terme. C'est plutôt un marathon qu'un sprint. Ah oui, le podcast, oui, complètement, ouais. Faut qu'ils soient convaincus, en fait, les auditeurs. Complètement. Et ouais, on le voit, c'est toute la difficulté d'ailleurs de ce type d'action de communication, c'est que on peut avoir la chance d'avoir des retombées immédiates ou quasi immédiates, mais c'est pas souvent le cas. Et on le voit, même les grands noms du podcast, entre guillemets, la plupart ont pendant 1, 2, 3 ans, passez-moi le terme, un peu galéré, quoi, avec une audience relativement faible. Mais à force de persévérer, de fréquence et toujours de maintenir un objectif de qualité, sur le long terme, ça paye. C'est les balbutiements du marketing. À chaque fois, c'est les contenus, il faut la régularité pour pouvoir apparaître. Je suis complètement d'accord avec vous. Et donc, maintenant, si vous voulez bien, on va passer sur la partie création. Moi, ce que je me pose comme question, c'est quand on se lance dans l'aventure, vous avez commencé par quoi? Vous avez brainstormé? Tiens, on a trouvé le nom tout de suite? Ou c'était plutôt la thématique, le format? Enfin, est-ce que vous avez des techniques pour se cadrer un petit peu? Alors, nous, en fait, on est plutôt parti d'un ou plusieurs podcasts qu'on appréciait et dont on voulait un peu se rapprocher, pour ne pas en citer Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, par exemple. Donc, en fait, on a regardé ce que faisaient les grands, entre guillemets. On s'en a inspiré. Avant de se lancer, on a aussi fait des formations, justement, cette formation de Mathieu Stéphanie. Et ensuite, on s'est vu en réunion, entre guillemets, tous les trois. On s'est posé et on a un peu établi notre cahier des charges, entre guillemets. Donc, avant même, en fait, de choisir le nom, faut savoir avec qui on s'adresse. Et ça, c'est plus compliqué. Choisir sa cible, en fait. Et une fois que la cible et les objectifs du podcast sont bien fixés, et ben pour le coup, après, ça en découle au niveau du nom et du contenu. Quelle était votre cible, vous? C'était plutôt pour le recrutement ou pour fidéliser vos clients ou la prospection? Alors, voilà, là, si je peux me permettre, justement, l'objectif et la cible, en fait, elle est un peu en lien avec la mission que j'ai, notamment à l'ordre des experts comptables au niveau de l'attractivité. L'objectif de ce podcast, c'était vraiment de travailler la notoriété et l'attractivité du métier d'expert comptable, du travail en cabinet, etc. Et vraiment, sans du tout se focaliser sur notre cabinet, puisque ça se fait entre guillemets naturellement ou indirectement, l'objectif, il était de montrer la vraie vie de l'expert comptable, les vraies rencontres qu'on fait, les vraies expériences entrepreneuriales qu'on est amené à accompagner et de mettre en avant, en fait, au fil des échanges avec certains clients, tous les aspects très enrichissants du métier, quoi. T'as raison, je me cache pas, je suis auditeur de votre podcast qui est au top. Ça se sent dans la façon que vous parlez, on sent que vous êtes amoureux de ce métier et vous êtes plutôt dans le conseil, accompagnement avec les auditeurs que l'image terne qu'on pourrait avoir, que l'expert comptable qui fait la saisie. Ça tend à disparaître, mais voilà, au moins ça casse cette image-là et
Je vous dis félicitations en tout cas. Il y a un élément qu'on n'a pas encore énormément travaillé, mais sur lequel on est amené à travailler dans le podcast, c'est aussi l'interprofessionnalité. Parce que on est amené à recevoir dans notre podcast peut-être des avocats, notaires ou autres professionnels du droit et du chiffre avec qui on est amené à travailler régulièrement. C'est vraiment une des clés pour un exercice professionnel réussi, cette interprofessionnalité. Et là aussi, ça permettra aux auditeurs de montrer que l'expert comptable, il n'est pas en train de traiter les dossiers tout seul dans son coin. Il est amené à travailler avec d'autres professionnels pour le bien commun du client, quoi. J'avais une question sur le ton un petit peu que vous avez pris dans vos épisodes. C'est un choix du fait de votre caractère? C'était un choix d'éditorial où vous avez dit il faut que je m'adapte à ça, ou on se fait plaisir et puis on fait comme on a envie et on verra ce que ça donne? Alors ça, c'est peut-être l'impression que ça donne, mais finalement, c'est pas ça. Déjà, je pense qu'on est resté quand même en cohérence avec l'image du cabinet, même si le podcast, il n'est pas directement lié au cabinet. Parce que voilà, le nom ne reprend pas le nom du cabinet. On a toujours eu une image un petit peu décalée. On fait du travail sérieux, etc. Mais on veut montrer une image un peu plus fun, décalée du métier. Et c'est vrai que dès l'introduction en fait du podcast, on sent un peu ce côté... on fait un métier sérieux, mais on reste des gens drôles et sympas. Et dès le début, on met un peu d'autodérision, de fun. Donc c'était volontaire. Et en plus de ça, quand on fait ce podcast pour également attirer des nouveaux collabs ou des nouvelles recrues, mine de rien, ça donne un peu plus envie de postuler quand c'est quelque chose qui est familial et qui est fait dans la bonne humeur. Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Pas grand-chose, ça retranscrit plutôt bien la chose. Il y a deux choses, c'est que nous, on a un cabinet d'expertise comptable, mais c'est vrai que d'une part, on l'a créé, on est parti d'une page blanche. Ça a toujours été un cabinet d'expertise comptable géré un peu comme une entreprise à part entière. D'ailleurs, Bell Eden, on a toujours dit avec mon associé, on pense ça plutôt comme une marque que comme un cabinet d'expertise comptable à proprement parler. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a une certaine légitimité quand on parle à d'autres entrepreneurs, puisqu'on parle le même langage. Le projet de création d'entreprise sur lequel on est en train d'accompagner certains entrepreneurs, nous, on l'a fait avant. Donc, on a une certaine légitimité quand on les accompagne et on les conseille là-dessus. Et puis après, en termes de bonne humeur, c'est ce que je dis souvent aux prospects et clients qu'on rencontre, parce que je dis, on n'est clairement pas les meilleurs du monde. On fait le taf relativement correctement, comme beaucoup d'experts comptables seraient amenés à le faire. Par contre, on le fait peut-être de manière un peu plus fun et aussi et surtout de manière plus pédagogique. Ça, c'est très prétentieux de ma part, mais j'ai une intime conviction que quand on explique les choses au cabinet Bell Eden, globalement, les choses sont plutôt bien comprises. Moi, c'est un conseil que je donnerais, si on voulait se lancer dans le podcast, c'est de pas forcément se focaliser sur un truc qui fonctionnerait bien, si c'est pas forcément dans notre typologie de façon de parler. Ah oui. Je pense pour rester naturel, ça se ressent directement. C'est comme ça qu'on peut tenir sur le long terme, je pense, moi. Surtout que ça pardonne pas le podcast. Tous les sentiments ressortent et en fait, on sent si c'est naturel, si c'est authentique ou pas. Oui, je suis d'accord. Sinon, moi, j'arriverais pas à faire certaines choses. Allez, on va sur la question d'après, c'est comment vous vous organisez? Là, vous avez en période fiscale, on attend de faire split enregistrement, mais comment vous faites pour faire les préparations d'interview, l'enregistrement, après les montages, comment vous faites? Et aussi, si on peut vous poser la question, c'est à vous de me dire combien ça coûte derrière. Alors, on optimise notre temps. Pour être honnête, en fait, on a fait beaucoup d'enregistrements en période un petit peu plus creuse, si on peut se permettre de dire ça. Et ce qui fait que là, on en a une petite dizaine sous le coude pour pendant la période fiscale les publier tranquillement. Et donc, en fait, chacun a son rôle bien défini pour éviter de perdre du temps. Olivier s'occupe des interviews, toujours. Pauline, notre collègue, s'occupe en fait de la relation invitée, de la communication. Et pour ma part, je m'occupe du montage. Donc après, chacun s'organise comme il le souhaite, mais souvent, en fait, on se bloque des plages horaires dédiées à ça. Et moi, j'enchaîne plusieurs montages de podcasts ou Pauline enchaîne plusieurs prises de contact avec les invités. Et on se fait des petits points mensuels pour se mettre d'accord en fait sur le nom des prochains invités, les thématiques des prochains épisodes, etc. Jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Comment on s'organise? C'est très simple. On prend le temps qu'il faut pour ce qu'on souhaite faire. Et là, en fait, c'est très simple. Pauline et Émilie, pour ma part, me bloquent des créneaux dans mon agenda en me disant tel jour, à telle date, il n'y avait rien, je t'ai positionné un enregistrement. Donc, une fois que le créneau il est bloqué, on s'organise tout simplement pour honorer
l'enregistrement et l'invitation. Et puis le reste déroule. Voilà, chacun a sa petite trame à dérouler. Après, si tu veux qu'on parle un peu plus argent et combien ça coûte, je me suis replongée un peu dedans grâce à mon mémoire justement. Il y a un premier investissement, c'est le matos. On avait déjà discuté, mais il y a plusieurs gammes de prix. Mais pour un bon rapport qualité-prix, il faut compter environ 500 € de matos, sachant que voilà, faut 2 micros, 2 casques au moins quand on fait des enregistrements comme ça. Parce que nous, on les fait en physique. Donc, 500 € de matos la première année. Et ensuite, ce qui coûte, alors, ce sont les logiciels. Alors, nous, on utilise l'hébergeur Ocha. Après, il y a des hébergeurs gratuits, hein. Ce qui revient à peu près à 700 € par an. Et un logiciel, alors, nous, c'est Auphonic pour le réglage sonore. Et ça, c'est à peu près 100 € par an. Donc, il faut savoir 500 € la première année, puis 800 € par an de logiciel de montage. À peu près. Après, voilà, il y a aussi le temps qu'on passe nous, mais ça, c'est plutôt bien optimisé. Ouais, après, en valeur absolue, comme tu viens de le dire, au niveau hardware, au regard de la taille d'un cabinet classique, enfin, je sais pas s'il y a de cabinet classique, mais un cabinet comme le nôtre, le prix du hardware est quasiment négligeable. Le prix du software est très facilement absorbable, hein. Le vrai sujet, plutôt, c'est le temps homme, en fait, et combien de temps on dégage pour ce projet. Et d'ailleurs, tu l'as fait dans le cadre de ton mémoire, mais est-ce qu'on s'amuse à convertir ce temps homme en euros? Et là, en effet, ça rend le projet un petit peu plus onéreux. Après, comme je dis à chaque fois à mes clients qui nous demandent conseil, est-ce que je dois investir là-dessus ou est-ce que je dois investir là-dessus, je dis c'est très simple, hein, essaye de mettre globalement sur papier le coût global de ton investissement et regarde en face combien de marge cet investissement t'a rapporté. Et nous, les retombées financières, si on en va directement au cœur du sujet, les retombées financières indirectement, elles pourraient être doubles. C'est du nouveau client qui rentre, et donc de la marge forcément sur un nouveau client qui rentre, et potentiellement une nouvelle recrue qui arrive en direct. Et donc là, c'est une économie de frais de cabinet de recrutement, par exemple. Donc, il faut mettre ces deux aspects financiers en balance l'un contre l'autre. Combien ça me coûte au global et combien ça m'a fait économiser ou combien ça me rapporte. Oui, pour toi, tu te dis pas, mais attends, faut peut-être que j'y arrête, c'est trop cher, j'ai pas de retour. Si, tu les vois, toi. Alors, non. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où tu as la conviction que c'est quelque chose de positif pour le cabinet, retomber ou pas, il faut y aller, il faut continuer. Parce qu'il faut être soi-même, il faut faire les choses avec conviction. Et si tu sens que c'est quelque chose de positif, ne serait-ce que pour l'image du cabinet, sans la moindre retombée quelle qu'elle soit, il faut y aller. Et même plus que pour le cabinet, comme j'ai toujours dit, est-ce que ça a des retombées positives pour la profession? Et là, je pense que c'était le cas. Donc, rien que ça les vaut, entre guillemets. Et puis, je faut voir encore une des dernières recrues qui m'a dit qu'elle a connu le cabinet grâce à une de ses anciennes collègues qui écoute nos podcasts. Complètement. Forcément, rien que ça, on a des candidatures spontanées au cabinet, en fait, et de gens qui nous connaissent grâce au podcast. On voit que c'est un levier d'attractivité. Ah bah oui, quand on voit aujourd'hui que c'est très difficile de recruter... on s'y retrouve. Il y a une chose que je voulais revenir, et c'est important de le dire, c'est que, en fait, vous ne faites pas au fil de l'eau. Vous avez 2, 3, voire 4 épisodes d'avance, et ça, c'est important. On peut voir que, comme tu dis, en période basse, on peut peut-être se concentrer à faire des actions marketing, podcast ou autre, et après, peut-être automatiser, ou peut-être programmer pour qu'en période fiscale, théoriquement, on n'a rien à faire, et que ça fasse au fil de l'eau. Oui, voilà, ouais, c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai essayé de monter un maximum d'épisodes avant le début de la période fiscale, et puis comme ça, on s'arrange pour pas arriver dans une période entonnoir où tout se chamboule. Forcément, on a plus de boulot en ce moment. Donc, c'est une question d'organisation, et justement, ça permet aussi de sortir un peu la tête des dossiers, de la tenue comptable, et de faire autre chose. Et ça apporte aussi de la satisfaction. Est-ce que vous prenez plaisir à faire ça? Moi, oui, je les écoute tous attentivement. C'est moi qui prends les notes sur chaque épisode. Et même, en fait, je redécouvre des clients qui finalement étaient mes clients, mais je savais pas tout ça sur eux. Et même sur Olivier, bon, je connaissais déjà pas mal de choses, mais non, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Ça met en avant notre profession et notre métier, donc complètement. Il y a un point aussi qui est à soupçonner, c'est qu'indirectement, on fait aussi plaisir à certains clients. Au début, on va pas se mentir, on est allé au devant de nos clients ou de partenaires pour leur dire, tiens, est-ce que ça te dirait de venir sur notre podcast? De plus en plus, on est sollicité
pour les gens de moins, justement, à passer derrière le micro. Et il faut savoir que certains sont très contents d'obtenir un petit coup de pub et puis de faire part de leur expérience et puis de leur projet ou de leur entreprise. Donc, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Peut-être que dans le futur, ça va peut-être être une mission, justement, de pouvoir participer. Tu pourras facturer ça à tes clients. Non, mais indirectement, c'est vrai qu'on parle tout le temps des missions additionnelles et des missions complémentaires pour l'expert comptable. Voilà. On parle des missions de recouvrement de créances, machin. Et oui, nous, on est en mesure de proposer une mission de mise en avant de nos clients par le biais de notre podcast. Ouais, c'est quelque chose qui serait potentiellement envisageable. Et si je me rappelle bien, j'ai vu là sur LinkedIn, vous aviez, c'est Émilie qui a mis ça en avant, où on te voit dans un journal. Ouais, je crois que c'est un article de l'informateur judiciaire. La thématique de l'article, en effet, c'était comment certaines entreprises ont créé leurs propres médias pour le bien de leur entreprise et de leur profession, quoi. Et donc, on a été cité en exemple, ça nous a fait très plaisir, on est très honorés de cela, mais c'est vrai que c'est exactement ça l'idée, en fait. C'est un peu disrupter les codes de communication habituels pour justement sortir un petit peu du lot sans pour autant faire des choses extraordinaires, mais surfer sur des tendances qui fonctionnent bien. Voilà. Tu as complètement raison. Maintenant, je vais parler avec vous de héroïque, parce que allez, je me fais l'avocat du diable, c'est de dire que c'est bien, on s'amuse, ils ont le temps, mais est-ce qu'il y a vraiment ces vraies retombées? Alors, tu nous as parlé un peu de recrutement, mais est-ce que tu peux avoir, je sais pas, plus tard, t'es pas encore vieux au moment de la retraite, mais est-ce que ça peut valoriser pour toi un cabinet, ça, en cas de cession? En effet, on le voit actuellement, et notamment avec les travaux du Club des experts en gestion, de la financiarisation de la profession, il y a une vraie tendance au regroupement des cabinets, et aux acquisitions et aux concentrations. Il est clair que dans cette dynamique-là, il est indispensable pour les cabinets qui souhaitent rester attractifs, notamment dans le cadre de ces rapprochements, de sortir un petit peu du lot. On a toujours été un petit peu différents, sans aucun jugement de valeur, et la mise en place d'un tel podcast donc contribue encore une fois à notre atypisme et notre différence, et je pense nous rend attractifs, notamment potentiellement pour un acquéreur qui sera intéressé par un rachat de cabinet. Je pense que c'est un plus pour nous. Ouais. Vous avez pu tracer un petit peu, quand vous avez les nouveaux prospects, comment ils vous ont connu? Est-ce qu'il y en a certains qui c'est via le podcast? Ouais, ça on le fait à chaque fois. Justement, en fait, dans notre objet de rendez-vous prospect, il y a écrit de comment ce prospect nous a connus, et c'est arrivé, oui, d'avoir des gens qui viennent grâce au podcast. Alors, pas au tout début, du coup, ça a mis un peu de temps, comme ce qu'on disait. Donc là, ça est arrivé alors fin d'année dernière, il me semble, ça a commencé. Donc, on a commencé en mars 2022, donc ouais, au moins 6 mois, le temps que la mayonnaise prenne. Mais en effet. Et ça, c'est sûr que ça continuera et ça va perdurer dans le temps, puisque à titre d'exemple, j'ai un autre prospect qui est venu intégrer le cabinet il n'y a pas longtemps. Il nous avait rencontré, il nous avait découvert par le biais des Facebook Live qu'on avait fait en démarrage de période Covid. Tout le monde était chacun chez soi, en train de déprimer et puis de pas trop savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que le cabinet, nous, on avait pris l'initiative de faire des Facebook Live pour justement distiller de l'information gratuite et ouverte à tout le monde concernant les fonds de solidarité, etc. Et c'est vrai que ce genre d'actions de communication, alors qui sont en fait avant tout des actions de citoyens, j'ai presque envie de dire, parce que là l'idée c'était juste d'aider les gens, ça se transforme en fait en opération de com pour nous, parce que comme toute stratégie de contenu, directement ça paye à moyen terme. Et puis là, ces gens sont venus au cabinet, ils nous ont dit ouais, je vous ai vu il y a 2 ans sur Facebook et j'ai trouvé ça génial ce que vous avez fait, donc aujourd'hui je veux venir chez vous, 2 ans après. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que peut-être que nos actions à l'instant T, ça va pas amener du client tout de suite, mais tiens, comme tu disais, il y a 2 ans, ils ont repensé à toi, fallait le temps que ça mûrisse, et après ils viennent chez toi. Donc c'est jamais perdu, il y a toujours de la valeur ajoutée sur un contenu. Je suis complètement d'accord. Exactement. Au niveau, sinon, de l'organisation, est-ce que vous avez des petites trames typiques pour gagner du temps, pour envoyer des mails? Est-ce que vous avez un outil où vous centralisez tout? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de back-office? Pas trop des outils, mais non, à notre reine de l'organisation du process, c'est Pauline. En fait, on a un réseau, voilà, où on a notre dossier podcast, et en fait, Pauline a des trames pour tout ce qui est approche client, etc. Donc, on a un tableau de suivi en fait des invités avec date de contact, comment les contacter, si c'est oui, si c'est non, nanana. On suit ça de près.
Et ensuite, on a tout un process, en fait. Quand l'invité arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fait signer une autorisation de la voix et de l'image. On explique la checklist attention pour les bruits, machin, machin. Et ensuite, après l'interview, il y a aussi, en fait, un expérience post-invité. Donc, on demande à l'invité comment il a trouvé cette interview via un questionnaire de satisfaction. On lui donne le lien pour qu'il puisse écouter l'épisode, on l'incite à le repartager, etc. Et tout ça grâce en fait à des mails en fait tout prêts à personnaliser. Donc c'est assez du fait que ça soit organisé, en fait on ne perd pas trop de temps dans ce process. Après toi, je sais que tu utilises plus de logiciels que nous, il me semble, Florian. Oui. L'hébergeur Ocha permet quand même pas mal de choses. Une fois que l'épisode est publié dessus, les publications sur les réseaux sociaux peuvent être faites assez facilement. Ce qui est c'est pas que ça prend du temps, je pense, ça prend du temps au démarrage. Le temps de faire, comme tu dis, le process, faire les premiers mails automatiques, s'organiser. Mais après, Une fois qu'on a pris le rythme, ça demande quand même du travail, hein. Pas faire peur, en tout cas, il y a de la valeur ajoutée derrière. Je pense que limite, le plus long, c'est le montage audio. Du fait, en fait, d'écouter la totalité de l'épisode. Surtout que nous, on a fait le choix d'être plutôt sur des formats longs, plus ou moins 1 heure. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, rien que de l'écouter, c'est 1 heure avec prise de notes, etc. Et ensuite, montage audio. On peut se faire accompagner, hein, on le précise. Au pire, pour les futurs experts comptables qui voudraient faire un podcast, il y a aussi des monteurs qui peuvent le faire à votre place. Exactement. L'objectif, c'est vous avez peut-être une vision différente ou peut-être qu'on est plus pointilleux. C'est à voir en fonction de est-ce qu'il y a une compétence au sein du cabinet, une envie, ou il nous faut tout de suite, donc on passe par un professionnel. C'est ça. Et le budget, en fait, qu'on veut allouer au projet, bien sûr. C'est ton. Je vois au niveau des retombées, donc retour sur recrutement, image du cabinet positif, vos prospects viennent par là, des clients, ils sont contents, valorisation du cabinet, de la marque, c'est positif. En fait, c'est top. Vous avez prévu de vous arrêter? Non, continuez tout le temps? Pour toujours? Pour te dire, Olivier, on a tourné un cet après-midi. Ouais. Ce matin, excuse-moi. Non, l'objectif, il est de... très honnêtement, l'objectif, il est de continuer tant qu'on aura la foi et qu'on aura cette petite flamme qui nous anime sur ce projet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire avec conviction. Le jour où on n'aura plus la conviction ou la foi, ça va s'entendre, ça va être moins bien. Et là, peut-être qu'on basculera sur d'autres projets, mais pour l'instant, on a encore la flamme, donc on y va. Je vais te poser une question embêtante, Olivier. Tu me dis si tu peux y répondre, mais... Ouais. Là, on aura période fiscale, t'es en train de faire un enregistrement, ton associé, il se dit pas... Tiens, il aurait pu prendre un dossier de plus quand même, là, ou un petit bilan, au lieu de faire ça. Ouais, si, la question est ultra légitime et je te remercie même de la poser parce que ça permet d'aborder un sujet intéressant et primordial sur lequel je conseille beaucoup de clients, c'est la complémentarité entre associés. Jean-Marie et moi, on est archi différents. Je pense que Émilie est là pour en témoigner et pas que. Pour autant, on est, je pense, pleinement conscient des qualités et des défauts de l'un et de l'autre. Jean-Marie, je sais qu'il fait plein de choses que je n'ai pas envie de faire, pour lesquelles il est bien plus doué que moi, et vice-versa. J'ai la prétention de croire que tout ce projet podcast, Jean-Marie ne l'aurait pas fait tout seul, et bien conscient que ça rapporte au cabinet, non seulement en termes d'image, de recrutement de collaborateurs, etc. Donc on s'entend très bien et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, pas de problème. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je disais à chaque fois que mes clients, c'est que quand on fait une association de personnes, c'est un peu comme un mariage. Faut s'entendre avec ce qu'on a en positif et négatif pour que ça roule bien. Surtout pas essayer de changer la personne en face, en fait. Comme pour un mariage, hein, si tu essayes de changer ton mari ou ta femme, ça ne marchera pas. Hein, et de la même manière, en fait, il faut accepter la personne avec ses qualités et ses défauts. Et si complémentarité entre vous il y a, c'est encore mieux, quoi. Et je pense que c'est le cas chez nous. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Maintenant, j'avais une dernière question, c'était... Quel conseil vous pourriez donner à un cabinet qui veut se lancer dans le podcast, dans ce type d'action? Ou peut-être, si on avait une baguette magique, quelle erreur vous ne recommenceriez pas à faire? Le truc à ne pas faire, c'est en fait choisir une cible trop large. En fait, on s'éparpille et c'est compliqué de définir un contenu pertinent quand la cible est trop large. Et au début, on a peut-être fait l'erreur de ne pas avoir assez bien ciblé en fait le podcast. Et on a eu un déclic entre-temps. Et à partir de ce déclic, en fait, tout a découlé. On a été inspiré pour refaire notre jingle, pour refaire notre trame d'interview, etc. Parce qu'on savait à qui on voulait s'adresser. Et du coup, nos questions étaient ciblées
et les épisodes en fait ont mieux fonctionné. Donc voilà, vraiment c'est bien choisir sa cible et se dire c'est pas grave si c'est une cible restreinte, ça reste un podcast de niche, ça peut pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment que ça apporte du contenu en fait de qualité à ceux qui l'écoutent. C'est bien ce que tu viens de dire, qu'on peut aussi, c'est pas figé. Vous avez pu, vu que ça fonctionnait pas très bien, hop, on a pu reprendre un nouveau angle, donc c'est très bien. Faut dire que c'est pas fixe. Hein. Ah ben oui, exactement. C'est pour ça les réunions mensuelles servent à ça aussi. Hein. De ton côté, Olivier, toi? Ouais, moi j'ai un conseil et une erreur qui sont indirectement liés en plus. En erreur, c'est une erreur que j'ai faite. Ce projet podcast, je l'ai en tête depuis 2019 peut-être. Et j'ai traîné, j'ai lancé. Alors, je suis pas uniquement fautif parce qu'il y a quand même eu le Covid qui est arrivé. Mais pour la petite histoire, j'avais déjà tourné un premier épisode fin 2019 ou début 2020. Et je me dis, si j'avais, entre guillemets, lancé la machine à cette époque-là, où on était quand même bien précurseur, j'en serais déjà à quasiment 2 ou 3 ans de podcast et on aurait autrement plus d'épisodes et j'aurais la prétention de pouvoir dire qu'on était parmi les premiers podcasts de la profession, ce qui n'est pas forcément le cas en ayant commencé 2 ans plus tard. Mais bon, ça c'est le premier point. Donc le petit conseil qui est lié à ça, c'est n'attendez pas pour vous lancer. Si vous avez la foi, l'idée et l'envie, allez-y tout de suite. Il y a que vous qui pouvez décider. N'attendez pas. Et le deuxième conseil, il est basico-basique, mais c'est tout simplement soyez vous-même. Parce que dans l'audio, comme le disait tout à l'heure Émilie, les choses se ressentent, s'entendent, beaucoup plus qu'on ne peut le croire. Et il faut surtout pas jouer un rôle. Il faut vraiment être soi-même, peu importe la personnalité qu'on a, hein, mais vraiment soyez vous-même. Et les auditeurs vous apprécieront ou pas, mais en tout cas, si jamais ils vous apprécieront justement pour ce que vous êtes et pas pour la personne que vous êtes en train de jouer, quoi. Je suis d'accord avec toi et justement j'avais une question derrière qui était t'as pas eu peur en fait du jugement de tes confrères, le jugement de tes clients ou prospects, se dire est-ce que je vais pas perdre mon sérieux? C'est marrant, pourquoi tu me poses cette question? Non, je t'embête un peu, pourquoi? Parce qu'en effet, on est entre nous là, hein, et je vais être totalement transparent avec toi, la peur du jugement c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup et que j'ai beaucoup au fond de moi. C'est vrai que dans beaucoup de mes décisions au quotidien, quelles qu'elles soient, j'ai tendance à un peu trop penser à qu'est-ce que les autres vont en penser. Il faut avouer que sur cette histoire de podcast, franchement, je prenais quand même pas trop de risques. Je travaillais pour le bien de la profession, on raconte des choses intéressantes, on fait preuve d'un peu de pédagogie. Les critiques, j'étais prêt à les accepter et de toute façon, on en a eu très peu, voire aucune. Hein, donc mais tu as raison, cette peur du jugement, c'est quelque chose qui existe, en effet, surtout quand on se met en scène, ouais. Alors, souvent, ça bride, comme tu disais, certaines personnes. Je fais pas l'amalgame de toi en disant peut-être c'est ce qui t'a fait retenir les 2 ans, période Covid, hein, on va mettre ça sur le Covid. Mais des fois, il y a des gens, ils se disent allez, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Et je reviens à ce que tu dis, il faut se lancer. Faut se lancer. Tu as tout à fait raison. Il y a eu le Covid, mais j'ai envie de te dire, le Covid m'a pas arrangé. Mais peut-être que j'étais un petit peu content et rassuré de décaler ce projet parce que ça m'évitait de me mettre en scène tout de suite alors que j'étais peut-être pas 100% prêt, quoi. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, vous avez bien fait de sauter le pas. En tout cas, c'est top d'avoir passé ça. Vous faites une belle équipe et derrière, il y a les audiences qui suivent, quoi. Donc c'est top, ça. C'est ça, on s'est porté vers le haut, je pense. Et on est arrivé presque à la fin. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre, vous? Pour ceux qui souhaitent se lancer, comme je le disais, n'hésitez pas. Après, ce qu'il faut aussi, c'est surfer sur les tendances actuelles. Alors, le podcast maintenant est quand même bien implanté. Il y a peut-être d'autres tendances qui vont émerger. Il faut rester à l'écoute du marché. Le terme n'est pas bien choisi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a d'autres, par exemple, pistes qui seraient intéressantes à explorer, mais qui sont assez justement compliquées en termes de mise en scène. C'est par exemple TikTok. Tu vois, je suis intimement persuadé que pour l'attractivité de la profession et le recrutement des jeunes et des très jeunes, il est quasiment indispensable, à mon sens, que le Conseil national ou les cabinets soient présents sur TikTok. Sauf que là, en termes de mise en scène, c'est encore autre chose. Et alors, non seulement en termes d'utilisation de l'outil techniquement, et puis également en termes de mise en scène. Pour l'instant, on n'a pas franchi le cap, mais peut-être demain. On va attendre que la période fiscale passe. Mais vous avez plein de bonnes idées, c'est ça, vous ne reposez pas sur vos lauriers, et c'est ce qu'il faut faire.
Eh ben, je vous remercie, mais avant de vous laisser, je voudrais faire un petit jeu avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. C'est le jeu ceci, cela. Est-ce que ça vous botte? Allez, vas-y. Allons-y. Je vous pose 2 alternatives et vous me dites laquelle vous préférez. Donc la première, vous êtes plutôt mer ou montagne? Alors moi, c'est contradictoire, mais montagne, même si j'habite à la mer. Moi, ça serait plutôt montagne aussi, même si j'habite à la mer. Oh mince. Tous les autres, on rêve de vivre au bord de la mer pour voir la mer. On y va tous en été et vous, c'est le contraire. Bah justement, c'est parce qu'on y vit, je pense, et aussi parce qu'on est peut-être un peu amoureux du sport à la montagne. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt période fiscale ou contrôle fiscal? Oh, période fiscale. Alors là, moi, je suis plutôt contrôle fiscal. Parce que il y a un moment, ça s'arrête. Ouais, non, mais pourquoi je suis contrôle fiscal? D'une part, parce que j'adore la fiscalité. D'une part aussi parce qu'on en a très très peu et à mon sens peut-être trop peu. Alors j'espère qu'on va pas, ça va pas nous retomber dessus, mais c'est vrai que j'ai pas eu la chance de voir dans la vraie vie entre guillemets beaucoup de contrôles fiscaux et l'aspect fiscalité même m'intéresse beaucoup. Donc oui, moi je suis plutôt contrôle fiscal. D'accord. Allez, la prochaine. Vous êtes plutôt course à pied ou course de chaise de bureau? Alors non, c'était l'associé du cabinet Jean-Marie qui était course de chaise de bureau. Sans hésitation, course à pied. Ouais, on est tous les deux sportifs et beaucoup de courses à pied avec Émilie, mais en effet, si je dois répondre pour mon associé, lui, il sera course de chaise de bureau. C'était lui qui était à l'initiative de ce délire. Mais c'est bien, au moins ça met un peu d'attractivité, ça, c'est top. Est-ce que vous êtes plutôt en avance ou à un rendez-vous ou plutôt en retard? En avance. Oh, moi, je suis un maniaque, je suis à l'heure. Ouais. Ah, celle-là, c'est plus pour Olivier, c'était une petite question. Tu es plutôt podcast au cabinet ou vidéo en voiture? Je suis plutôt... le podcast au cabinet, j'ai envie de dire, j'ai passé le bébé à Émilie et c'est un peu son projet, notamment son projet de mémoire, même si ça reste notre projet également. Et je serais plutôt vidéo bagnole parce que justement, ça fait partie des petits axes de communication que j'aurais aimé et que je souhaite encore développer. J'ai toujours des retours archi positifs là-dessus. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la peur du jugement. Je pense qu'il y a une partie de moi qui n'a pas encore développé à fond ce truc-là par peur du jugement, tu vois. Mais en tout cas, si tu veux faire taxi et en même temps youtubeur, enfin, tu commences à prendre les prémices, hein. Allez, la dernière, c'est sur le côté cuisinaire. Alors, est-ce que vous êtes plutôt la gâche vendéenne ou le fion vendéen? Toi, tu t'es bien renseigné sur Internet avant ou tu connaissais? Je connaissais pas, je me suis renseigné. Alors moi, gâche vendéenne et puis avec un petit peu de Nutella, des fois, c'est quand même mieux. Pareil, la gâche, ça se prête très bien à la pause au cabinet. Une gâche avec un petit pot de Nutella ou un peu de confiture et tout le monde est content. Et le fion vendéen, c'est fait à base de quoi? C'est pas un gâteau où t'as une croûte noire autour? Non, c'est pas celui-là. Parce que là, c'est un truc qui va ressembler à un tour flan. Oui, il me semble, ou un peu au millet. D'accord. Ou flan, ouais. Un truc, ouais. Non, mais la gâche. Mais comme ça, on est plutôt gâche ou brioche parce que je vais même vous faire une confidence. Tu sais, on fait souvent au cabinet des rendez-vous prospects qui découlent sur rien. Et les clients, en fait, les prospects, quand ils viennent, et à la fin du rendez-vous, ils te disent on vous doit combien? Et c'est vrai qu'on n'a pas encore pris l'habitude, on n'a pas processisé en disant bah voilà, vous passez à l'accueil et ça vous coûtera 60 €, quoi. Et souvent, c'est gratuit, en fait, ces rendez-vous. Mais comme on dit, à chaque fois, les rendez-vous gratuits n'ont pas de valeur et souvent, ces prospects-là repartent avec des conseils intéressants qui ont de la valeur. Et donc, souvent, je leur dis bah ramenez une brioche ou une gâche pour les équipes, ça fera l'affaire comme règlement. Bah, c'est top, hein. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Ça montre que la profession elle est en train de bouger, qu'il y a des outils de communication qui boostent pour l'attractivité, la vente et la fidélisation. Merci de continuer, merci de partager et puis bah à bientôt. Merci Florian. Merci Florian, à bientôt. Et pour les auditeurs, à bientôt. Au revoir. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.